Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On démarre cette émission dans la banlieue de Beyrouth, au Liban, où cet homme, Hassan Nasrallah, est acclamé par ses supporters lors d'un discours télévisé très attendu en novembre 2023. Pourquoi ? Eh bien parce que cet homme, c'est le chef du Hezbollah, puissante organisation libanaise, presque un État dans l'État, et que cette photo a été prise au début de la guerre Hamas-Israël, quand chacun se demandait si le Hezbollah, allié de l'Iran et du Hamas, allait annoncer son entrée en guerre contre Israël. Une scène symptomatique de ce que vit le Liban depuis des décennies, vivre au rythme des guerres des autres. Le conflit israélo-palestinien, la guerre en Syrie, la rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le tout avec un système politique qui favorise les logiques communautaires et les ingérences étrangères. Sortons nos cartes. Le Liban est situé sur la rive orientale de la Méditerranée. Il a pour voisins la Syrie, Chypre et Israël. C'est un petit pays au relief accentué, encadré par deux hautes chaînes de montagnes. Un territoire contrasté, habité par 18 communautés de confessions différentes, au sein desquelles les chiites, les sunnites et les chrétiens sont majoritaires. Ce morcellement du territoire libanais se retrouve dans le fonctionnement politique du pays depuis la reconnaissance de l'émirat du Mont-Liban en 1861 par le pouvoir ottoman. Ce sont alors les chrétiens maronites et les druzes, une branche de l'islam, qui se partagent le pouvoir dans un régime baptisé Mutassarrifia. Après la chute de l'Empire ottoman, le Liban passe sous la tutelle française qui maintient le système de gouvernance communautaire. Soutenu par la France, le pays étend ses frontières et intègre des populations majoritairement sunnites et chiites. La Mutassarrifia va évoluer vers un système républicain avec répartition des pouvoirs entre chrétiens, sunnites et chiites. Depuis l'indépendance en 1943, les 18 communautés qui vivent dans le pays n'ont cessé de se confronter sur fond de conflits régionaux. Le premier de ces conflits est celui qui oppose les États arabes de la région au tout jeune État d'Israël en 1948. Ce conflit se solde par une victoire d'Israël et par un exode massif des Palestiniens dans les pays voisins. 110 000 d'entre eux s'installent dans des camps au Liban. En 1964, le mouvement d'organisation de libération de la Palestine est créé. L'OLP implante des bases militaires au sud du Liban, à partir desquelles elle mène des actions armées contre Israël. L'État hébreu réplique de façon systématique aux attaques de l'OLP en bombardant le Liban, entraînant de nombreux morts parmi la population civile libanaise qui n'est pas partie prenante du conflit. L'arrivée de cette population palestinienne à 80% musulmane déstabilise l'équilibre politico-religieux du Liban et crée une profonde division politique. Les chrétiens maronites voient les Palestiniens comme une menace, quand les druzes et les sunnites les voient comme l'occasion de contester aux maronites leur hégémonie. Résultat, en 1975, c'est la guerre civile qui oppose dans un premier temps le Front libanais maronite au mouvement national, une coalition musulmane alliée aux Palestiniens. Beyrouth est le principal terrain d'affrontement des milices rivales. 1976, la Syrie voisine, dirigée par Hafez el-Assad, envahit le nord du Liban sous prétexte de s'interposer entre les belligérants. Au sud, Israël occupe une partie du territoire libanais en 1978 en installant une zone de sécurité le long de sa frontière. Puis en 1982, l'État hébreu envahit le Liban jusqu'à Beyrouth. L'OLP est chassée du Liban après 2 mois de bombardement sur la capitale libanaise. Israël tente alors d'imposer comme président le leader des milices chrétiennes, Béchir Gemayel, afin d'en faire un allié politique, mais ce dernier est assassiné par Damas. En représailles, les milices chrétiennes massacrent des milliers de civils palestiniens dans les camps de Sabra et Shatila. En 1983, la commission Kahan conclura à la responsabilité indirecte d'Israël qui n'a pas pris les mesures appropriées susceptibles d'éviter le massacre. L'armée israélienne fait alors face à une insurrection populaire libanaise qui la contraint à se replier au sud du pays sur sa zone de sécurité. Ce retrait va donner l'avantage à la Syrie, présente au nord et à l'est, et va rebattre les cartes des forces en présence. 2 nouvelles milices, Hamal, pro-syrienne, et le Hezbollah, pro-iranien, s'imposent et rivalisent pour le leadership de la communauté chiite.
Les chiites du sud du Liban ont été les principales victimes des répliques d'Israël contre l'OLP et le gouvernement libanais, administré par les maronites et les sunnites, les a délaissés. Dans le même temps, l'Iran, devenu une république islamique en 1979, s'impose dans la région auprès des populations chiites. L'imam Khomeini et son successeur chercheront par tous les moyens à nuire aux États-Unis et à leurs alliés, tout particulièrement Israël. 1990, après 15 années de guerre civile, Beyrouth, qui concentre la majeure partie de l'activité économique, est en ruine. Et la mainmise de la Syrie grève fortement le potentiel économique du pays. Pour contrer l'influence de Damas et reconstruire la capitale, le nouveau Premier ministre Rafik Hariri attire des capitaux saoudiens. En apportant son soutien au clan Hariri, Riyad cherche à contrer le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Le Liban est une nouvelle fois le terrain de jeu de puissances régionales qui s'affrontent. Les ingérences étrangères ne sont pas le seul fléau qui frappe le Liban. Il y a aussi la corruption. Elle gangrène la classe politique et siphonne une grande partie des milliards investis, notamment parce que la classe dirigeante possède des intérêts dans les banques auprès desquelles l'État libanais a souscrit des emprunts. En relevant sans cesse les taux d'intérêt, l'élite s'enrichit en limitant le développement du pays et en accroissant sa dette. Ce pillage de l'État, en appauvrissant la population, va renforcer les conflits et l'influence du Hezbollah. Le sud du pays, majoritairement chiite, est dans les années 90 toujours partiellement occupé par Israël. L'État hébreu y mène 2 nouvelles campagnes militaires en 1993, puis en 1996. Particulièrement meurtrière, elle renforce la popularité du Hezbollah. En mai 2000, le lourd bilan humain de son occupation contraint Israël à retirer ses troupes en deçà d'une ligne correspondant à peu près à la frontière de 1949, la ligne bleue sous contrôle onusien, à l'exception de l'enclave de Shebaa, dont les ressources en eau sont un enjeu majeur pour Israël. Cette enclave va servir de prétexte au Hezbollah pour poursuivre ses attaques contre l'État hébreu. En 2005, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, la Syrie, considérée comme responsable, retire ses troupes sous la pression nationale et internationale. Le Hezbollah décide alors d'entrer au gouvernement, renforçant le camp favorable au régime d'Assad, aux côtés des factions chrétiennes du courant patriotique libre et des autres chiites du mouvement Amal. Face à eux, le camp pro-saoudien et pro-occidental regroupe une alliance tout aussi hétéroclite entre druzes, sunnites et les autres factions chrétiennes. 2006, Israël réplique aux attaques que continue de mener le Hezbollah depuis ses bases du sud du pays par une opération militaire de grande envergure, la guerre de juillet, Harb Tammuz, qui provoque des destructions massives côté libanais. La résolution onusienne 1701 va mettre un terme au conflit en permettant le retour de l'armée libanaise au sud du pays qu'elle ne contrôlait plus, limitant ainsi l'influence du Hezbollah. Mais en 2011, la guerre civile qui éclate en Syrie rebat une nouvelle fois les cartes. Le Liban fait face à une nouvelle vague massive de réfugiés, avec l'arrivée progressive d'1 500 000 Syriens. L'est du pays sert par ailleurs de base arrière aux rebelles qui luttent contre Damas. Sur le plan politique, la division entre les camps pro- et anti-Assad bloque le fonctionnement de l'État libanais. À partir de 2013, l'engagement militaire du Hezbollah aux côtés des forces syriennes de Bachar el-Assad contre les rebelles renforce l'assise du mouvement chiite sur l'est du pays, tout en entraînant une vague d'attentats au Liban revendiquée par Al-Qaïda. Les rangs des troupes du Hezbollah grossissent au fil des ans. Ils avoisineraient, au dire de l'organisation, les 100 000 hommes, un chiffre supérieur à celui de l'armée régulière libanaise. Le Hezbollah est également soupçonné de faire partie des responsables de la présence des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Une catastrophe qui a fait plus de 200 morts, privé 300 000 personnes de leur logis et amputé le pays de 70% de ses importations. Après cette ultime catastrophe, le pays s'enfonce dans la crise économique qui la frappe durement depuis 2019, avec une inflation record.
Cette crise économique est en partie liée à l'effondrement du système bancaire, dû notamment au retrait des capitaux des banques libanaises et au pillage systématique de l'État par l'ensemble de la classe politique. Plus de 82% de la population libanaise vit désormais avec moins de 6 dollars par jour. Voilà pour cet état des lieux un peu désespérant de ce Liban qui ne cesse de subir les guerres des autres jusqu'à la dernière, la guerre en cours entre le Hamas et Israël. Un Liban où chaque confession semble avoir son propre morceau dans l'État, comme l'écrit le chercheur libanais Amin Elias. Un Liban corrompu, on l'a vu, un Liban en ruine. Comme elle semble loin, dès lors, l'époque du Liban du début des années 70, avec ses montagnes, son multiculturalisme, son économie ouverte et son secret bancaire, comme l'écrit L'Orient le jour, ce Liban à qui on promettait un avenir radieux. Un demi-siècle plus tard, dire « c'est Beyrouth » est devenu, pour une certaine génération, une expression qui signifie « c'est le chaos ». Nous avons préparé avec lui cette émission. Le chercheur Daniel Meyer publie aux éditions Le Cavalier Bleu cet ouvrage « Le Liban, idées reçues ». Et puis nous vous recommandons également cet ouvrage signé du journaliste Xavier Baron, « Le Liban, une exception menacée en 100 questions » aux éditions Talendier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux. À bientôt.